Merci Alexandra. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là? C'est bon? C'est OK sur le son? Merci Alexandra et à Sabrina de m'avoir invité à partager ce moment cet après-midi. Je salue tous les participants. Donc, je connais certains par nom et juste par contact téléphonique ou visuel. J'espère pouvoir rencontrer davantage. Moi, je suis Emmanuelle Jouette, je suis docteur en sciences de l'éducation et non pas en médecine. Le docteur, c'est un petit clin d'œil personnel que je mets ce titre. Donc, je suis en docteur en sciences de l'éducation et de la formation et je suis directrice d'un laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sociales dans le groupement hospitalier universitaire à Paris. Donc, juste pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas, et sans doute, c'est un GHU qui est né en janvier 2019 et qui regroupe 3 gros hôpitaux parisiens. Donc, on est une petite entité, village résistant des sciences sociales et sciences humaines dans cette grande institution psychiatrique et neurosciences. Et donc voilà, je vais parler, c'est tout ce qu'on a entendu auparavant et c'est vraiment intéressant. J'aurais des milliers de choses à dire, mais je vais me concentrer sur ce qu'on a échangé avec Alexandra et Sabrina pour préparer ce temps et en essayant de ne pas être trop docte ou trop embêtant. De toute façon, Johan me recadrera tout de suite, donc c'est bien. J'ai un bon thermomètre. Donc, non, pas de lien avec la chaire de philo, mais je vais essayer de ne pas trop le lire, Joanne. Donc, juste faire un petit point avec cette notion de savoir d'expérience qui est une thématique qui est liée à la pérédance. Moi, je parle, alors c'est important, je me situe sur ces notions sur posture épistémologique, c'est une notion de construction de savoir à partir de les sciences de l'éducation et de la formation. Donc, c'est de là que je parle. Donc ça c'est important que je vous le dis parce que quand on commence à parler des savoirs d'expérience, quand on commence à parler de savoir ou d'expérience, eh ben on peut, pour essayer de caractériser tout ce que sont ces domaines, avoir plusieurs grilles de lecture. Et la mienne, c'est celle-là. En tous les cas, c'est celle que j'ai dans ma pratique et celle que j'ai dans ma pratique professionnelle. Et puis aussi, je m'appuie aussi personnellement sur un vécu d'expérience de plus de quasiment 20 ans avec une maladie chronique somatique et dont je me rétablis tous les jours et qui m'a fait traverser des abîmes d'enfer et de joie et de choses très complexes. Donc, ce sur quoi aussi je m'appuie personnellement dans cette expérience sensible et corporelle pour construire mes savoirs et à partir de quoi je parle et je parle aujourd'hui. Donc, juste des petites mentions. J'ai fait une présentation, mais je vais aller reprendre. Donc, si on s'intéresse à la notion de savoir et qu'on remonte très très loin, on va du côté des philosophes et évidemment on tombe sur Socrate qui dit je sais que je ne sais rien. Donc, à partir de ce moment-là, on est bien barré parce qu'il va falloir s'accrocher pour essayer de caractériser ça et de savoir comment on va pouvoir trouver des pistes de solutions et d'aide à penser. L'autre chose aussi, dans sciences humaines, sciences sociales, on a une difficulté parce que si on se met du côté on peut à la fois trouver que les savoirs sont des objets universels, institutionnels, des données objectivées, et puis ça peut être aussi du côté, on peut aussi l'appeler et la connaissance peut être sujet, singulière, située, avec des données liées à la personne, au singulier. Et puis, dans d'autres domaines de sciences sociales et de l'histoire des sciences, ça peut être le contraire. Donc, on est là dans quelque chose qui peut être donner beaucoup d'ordre de confusion quand on ne sait pas exactement à qui l'on parle et comment on parle. D'où l'intérêt d'essayer de mettre des mots dessus et des représentations communes. Le mot expérientiel, alors pareil, savoir expériencer, c'est tirer de l'expérience, mais une expérience, ça peut avoir on peut avoir plusieurs fils. Ça peut être une expertise qui est faite d'une personne reconnue dans un domaine, ça peut être une expérience, et là, on caractérise une personne qui vit dans une expérience qui peut être subie, choisie, de vécu.
Et puis, ça peut être aussi, l'expérientiel peut aussi, on a un petit fil qui va du côté de l'expérimental, donc la vérification d'hypothèses, et là, on est sur la science, etc. Donc, en fait, on a, juste pour vous dire qu'aucun dictionnaire n'atteste aujourd'hui, selon, alors c'était Lochard, peut-être c'est en 2007, mais peut-être que mais je ne crois pas, en tous les cas, il y a quelques années, ça ne l'était pas. Il n'existe pas le mot expérientiel dans les, dans les dictionnaires. Si on reprend la notion de savoir expérientiel lié à la maladie, au fait de s'être rétabli d'une maladie, que ce soit en santé mentale ou dans d'autres domaines, ou de vivre avec dans une situation de handicap, ou de personnes qui sont accompagnées dans une situation de vulnérabilité, on a des domaines vraiment importants. On n'a pas en fait de définition légitime. On a parlé de savoir patientique, d'expérience, savoir d'expert par expérience, savoir incorporé, empathique, existentiel. Donc, en fait, on a une multitude comme ça de mots, de caractéristiques et d'adjectifs qui vont venir s'accoler au mot savoir, qui ne nous aident pas à essayer d'avoir une définition commune. Ce qui me fait dire, moi, de plus en plus, enfin, depuis assez longtemps, à mon sens, c'est que l'intérêt, justement, c'est d'essayer que chacun d'entre nous puisse se définir sa propre définition et avoir ses propres mots. Et si on rentre en communication avec un médecin, une autre personne qui a des troubles ou une expérience de maladie, ben c'est bien intéressant, je trouve, de savoir de quoi on parle et d'avoir sa propre définition. De mon côté, et avec, en fait, en essayant de clarifier pour moi là, avant d'intervenir, et donc, ce que je vais vous dire là sur cette notion de savoir expérientiel, c'est valable pour aujourd'hui, 24 avril, 15 heures. Peut-être que ça changera à un autre moment. Mais en fait, pour moi, ce sont des savoirs qui sont partageables avec les autres. C'est très, très important, en fait, cette notion-là. Le savoir, c'est vraiment ce sont des acquis qui sont partageables avec les autres. Ces acquis peuvent être corporels, ça peut être du ressenti, ça peut être des attitudes, ça peut être des savoir-être, ça peut être des notions, ça peut être des conceptions, des représentations, mais tout un ensemble d'acquis de différentes natures qui ont une validité sociale, donc partageable avec les autres, et que l'on va acquérir, donc si on parle d'expérientiel, au cours d'une expérience qui est en fait un processus d'acquisition qui peut également se faire dans différents domaines, comme le corps, comme les émotions, comme la physiologie, comme la psychologie. Donc, et tout ça dans des champs particuliers situés. Donc, ça va être le champ de la maladie, ça peut être, on peut avoir des expériences des savoirs expérientiels en tant que professionnel, donc ça peut être dans des champs professionnels, que ce soit médical, infirmier ou bien d'autres. Donc, là, on parle de clinique, etc. Donc, voilà, c'est un peu cette notion-là, des acquis de multiples formes que l'on va acquérir tout au long d'un processus qui est cette expérience de vie et qui va nous permettre en fait de dire je sais faire ça, j'ai acquis ça, etc. Et ça, pour moi, cette notion de processus, elle est importante comme le rétablissement, parce que ça veut dire que rien n'est figé. Donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est-à-dire que c'est une constante évolution. Et ce qui est intéressant dans des interactions comme on peut avoir là dans les webinaires, même si c'est à distance, c'est de se dire que on est changé, on n'est plus les mêmes, chacun d'entre nous, avant et après ce webinaire, parce qu'on a modifié des choses en soi, et notamment ces savoirs-là. Je voulais vous préciser une autre chose par rapport à ça, pour aussi faire résonance avec des choses que j'ai entendues dans la première présentation, puis avec Maxime et Lucille. C'est pour moi une des difficultés lorsqu'on vient du côté de la pérédance ou d'intervention ou comme Maxime, pérédance bénévole ou professionnelle. Mais là, pour le coup, je vais parler du côté professionnel. C'est qu'en fait, il y a souvent une confusion entre expérience et savoir expérientiel. C'est-à-dire que dans la médecine, dans l'accompagnement, en fait, l'accompagnement est fondé sur l'expérience,
que ce soit à la fois de la personne qui est suivie ou du praticien. Et ça, depuis très, très longtemps, en fait. On a des accompagnements comme la psychothérapie institutionnelle, comme l'approche humaniste expérientielle. Ça, c'était Carl Rogers, il est quand même il parle d'approche expérientielle et humaniste. On a toute l'approche expérientielle des addictions, donc ça qui remonte, on est sur Peel et Cormier, on est dans les années 70, et puis le self-management aussi pour les personnes souffrant de maladies chroniques, donc là c'est les bases de l'éducation thérapeutique avec le RIG dans les années 80. En fait, là, tous ces accompagnements ne sont pas... on parle de les accompagnements sont bien faits à partir de l'expérience de la personne. C'est ce qui fait que, mais ce n'est pas, il y a une confusion à mon sens entre cette expérience et ce qu'on appelle les savoirs expérientiels et d'intervenir et de travailler à partir avec les savoirs expérientiels d'un patient ou d'une personne malade ou d'une personne qu'on accompagne. Et ça a souvent été un obstacle, et je crois que ça le reste encore de nombreux patients, de nombreux soignants qui, lorsqu'on arrive avec l'idée de dire il y a des personnes on construit des savoirs expérientiels au cours de leur expérience de rétablissement ou de troubles psy ou autres, et c'est intéressant de les accompagner à partir de ça. Et avec ça, de faire du partenariat avec ça, souvent les prévenants disent mais oui, mais c'est ce qu'on fait. Et en fait, mais ça, on le fait depuis longtemps. Et en fait, vraiment, je pense que la confusion, c'est ça, c'est de bien caractériser et de faire vraiment faire une caractérisation, une délimitation entre travailler avec l'expérience de la personne et travailler à partir et avec ses savoirs. Et c'est là qu'on va avoir tout le retournement des approches partenariales, partenaires de soins, notamment assez récente sur le modèle de Montréal et puis d'autres aujourd'hui, qui est bien de dire que les approches centrées, et Rogers en parlait, expérientiel, Rogers mettait la personne au centre de l'accompagnement, il parlait de cette expérience-là, et je crois, à mon sens, aujourd'hui, ce qu'on voit quand on est dans cette histoire de partenariat de soins, c'est que l'on n'est plus avec une personne au centre, la personne, elle est autour de son projet de vie ou simplement de sa vie, pas simplement de son projet, et non plus autour de son expérience. Et c'est là qu'on va trouver ce décrochage entre, cette délimitation entre expérience et savoir, qui, à mon sens, est important. L'autre chose aussi, c'est que dans cette confusion, c'est qui pose la question. Dans les approches fondées sur l'expérience, dans l'accompagnement, en fait, c'est le professionnel qui pose la question, qui va poser une question et qui va accompagner la personne à partir de sa grille et pour aller dans sa grille d'accompagnement. Et en fait, dans les approches fondées sur les savoirs, à partir des savoirs d'expérience, eh bien, c'est pour moi un renversement, puisque c'est la personne concernée qui se pose elle-même des questions pour savoir où est-ce qu'elle va aller et comment elle va pouvoir être accompagnée elle-même. Donc, on est bien en train de... Et la question celui qui pose la question et celui qui a le pouvoir, c'est Foucault qui disait ça, et c'est très clair que là, on a quelque chose aussi qui est dans un changement de position. Par rapport aux définitions, on revient souvent à la notion de Tomenisa Borkman en 1976 qui avait fait en fait toute une étude sur les groupes d'entraide mutuelle. C'était les préfigurations des groupes d'entraide mutuelle, des groupes d'autosupport dans le monde entier. Et elle parlait alors aussi bien Weight Watchers que la Ligue, que la Ligue sur le lait, etc., des femmes qui allaitent, etc., et d'autres groupes d'autosupport. Et elle avait déjà défini le savoir d'expérience. Et en fait, donc on sait aujourd'hui, on trouve dans la littérature ces définitions. Et là, il y a quelques années, je vais faire ma vieille avant-garde, et je suis désolée, Maxime et Lucille et les jeunes qui sont là, mais bon, voilà. Donc, quand on commençait à étudier tout ça, quand moi j'ai commencé, j'ai parlé à la première personne, tout ça, c'est vrai qu'il y a
j'ai commencé avec d'autres à déterrer un peu ou à aller voir où ça se trouvait, ces notions de savoir d'expérience. Et on le trouvait, je vous dis, donc déjà dans les années 60, 80, et puis du côté de la réduction des risques, du côté des addictions. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, et avec des gens qui sans doute se sont heurtés à des choses de la même nature des obstacles que vous rencontrez aujourd'hui. Et puis, donc, il y a eu tout un ensemble de chercheurs avec des personnes concernées qui ont commencé à essayer de poser des jalons sur cette notion de savoir d'expérience, de partenariat avec les personnes, et de partenaires de soins, et puis là, déclinaison aussi sur la pérédance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est en train de s'affiner. C'est comme si on avait eu au départ des définitions assez vastes et qui englobaient pas mal de choses et pas mal de notions, et que petit à petit maintenant, ça s'affine et ça devient de plus en plus subtil et de plus en plus complexe, à mon avis. Et c'est vrai que ça demande effectivement de se renseigner, de s'informer et de pouvoir savoir comment on trouve une définition, et on va les chercher. Mais elles existent, et elles sont en train de s'affiner de plus en plus selon les situations. On va avoir des choses de plus en plus précises du côté de la santé mentale, du côté de la psychiatrie, et puis dans d'autres pathologies, dans d'autres situations, les choses vont être à l'avenir certainement de plus en plus fines et logiques. J'ai essayé de par deux choses pour finir. Cette notion de savoir expérientiel, on est plus du côté, quand on parle de l'éducation, du côté des sciences de l'éducation, en fait, c'est plutôt la notion d'apprentissage, en fait, qui est retenue. C'est comment on constitue ces savoirs, donc par quel procédé on constitue ces savoirs. Et là aussi, on a plein de façons de faire. Et on voit bien en fait qu'on peut avoir tout à fait une façon individuelle. On a des modalités, donc je vais mener ma propre enquête sur les effets d'un médicament, je vais me faire mes propres checks à moi, m'étudier moi-même, et là je vais par exemple me rétablir en santé mentale, et c'est bien ça, je vais pouvoir construire des savoirs sur mon expérience personnelle. On a aussi des procédés collectifs. Là, on voit par exemple ce qu'on appelle des communautés d'apprentissage, telles que, pour moi en tous les cas, et peut-être que ce n'est pas le mot que vous gardez, Maxime et Lucille, mais pour moi, la Maison Perchée est une communauté d'apprentissage. Vous apprenez ensemble, vous faites ensemble, vous pratiquez ensemble, vous vivez des choses ensemble. Donc là, je partage mon expérience de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment je me suis remis, comment je réactualise mon expérience et mes savoirs. Et puis, il y a le corps qui est un formidable lieu, tiers-lieu ou premier lieu de ressenti, de sensible, qui permet d'avoir et d'apprendre et de se forger ces savoirs d'expérience. Aujourd'hui, on est dans une phase où cette notion de mobilisation des savoirs d'expérience est devenu un fait social total. En fait, on ne peut pas y échapper, que ce soit là dans la maladie, j'en parle dans la maladie, mais c'est aussi par ailleurs. Et en fait, on a bien connu, quand vous parliez tout à l'heure des diplômes, ou je ne sais plus si c'est Lucille qui parlait des diplômes, tout ce qui est validation de l'acquis d'expérience, qui est un processus de formalisation au niveau professionnel, de comment je valide le fait que j'ai acquis des expériences dans des domaines de bénévolat ou qui ne sont pas professionnalisants. Ça existe depuis les années 80-90. Donc ça nous touche tous, en fait. On est tous quelque part en train d'essayer de valider nos expériences. Et donc on est bien là, il y a cette reconnaissance, et elle est arrivée aujourd'hui dans les systèmes institutionnels de soins et de santé. Elle est aussi dans les systèmes de formation, dans les systèmes de recherche, mais également dans la représentation sociale. L'autodidactie, le fait de se faire par soi-même, d'apprendre par soi-même, ce sont des choses qui sont très valorisées, et aussi par les réseaux sociaux et par le numérique. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir
avoir une voix individuelle qui vient déconstruire en fait un peu les grands savoirs détenus par des gens qui seraient dans des situations de domination et qui seraient vus et qui se légitimeraient eux-mêmes dans leur connaissance par des logiques connues de science ou autres, mais en tous les cas, il y a bien des contre-pouvoirs comme ça par le savoir expérientiel de procédés qui sont en train qui se mettent en place dans la façon dont on a aujourd'hui de se vivre ensemble, tous ensemble. On sait, ça se généralise et ça se valorise parce qu'on sait que ça, du côté des soins et des savoirs expérientiels, parce qu'on améliore, et ça effectivement, j'ai vu que Joanne citait Olivia Gross, mais elle en parle sur la personnalisation, ça améliore la personnalisation des soins, leur sécurité, l'efficacité, l'efficience, l'équité, le respect des délais, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui plein de preuves, en fait, et qu'en fait, qu'avoir des recours au savoir expérientiel, c'est quelque chose d'intéressant dans le système. Et puis, au niveau en santé mentale, on a aussi d'autres choses qui viennent le prouver et vous allez en parler davantage, que ce soit au niveau des modalités et puis et au niveau de la personne. On sait que ça permet à la personne d'aller mieux, qu'elle va faire confiance à son expérience, elle va faire confiance à sa pensée, qu'elle va se trouver une place par un effet de lutte contre la discrimination, de la stigmatisation et de la valorisation de la diversité. Une des choses qui était importante quand j'ai des discussions que je peux avoir avec Catherine Tourette-Turgis, qui est sur l'éducation thérapeutique, c'était ça. Ce qu'elle m'avait pu m'apprendre, c'était en fait le fait de dire cette notion de savoir expérientiel, c'est aussi savoir faire confiance à ce qu'on pense, sans avoir besoin d'avoir recours à une autre forme de légitimité, mais se faire confiance à soi-même et à notre propre pensée. Quelques obstacles on a spécifiques à la santé mentale, c'est que on a bien cette confusion dont je vous parlais au départ entre la prise en compte de l'expérience de la personne et des savoirs issus de la personne, notamment dans tout ce qui est accompagnement thérapeutique. Un psychanalyste, je reviens là-dessus, mais un psychanalyste va vous dire qu'il prend en compte l'expérience de la personne, et c'est vrai en fait. Donc, mais on est loin, on n'est pas dans cette. Il faut faire alors attention à comment on détermine les choses et caractérise les choses. Et puis, cette savoir d'expérience est aussi associé aux formes quasi naturelles de délégitimation associées aux représentations sociales de la folie. Ça, c'est Denis Jodelet qui en parle. Et donc, c'est vrai que c'est ce que je dis par rapport à la pensée, pour parler de façon... en fait, comment faire confiance et légitimer une pensée qu'on a déterminée par un système médical ou d'étiquette ou de diagnostic comme une pensée qui n'est pas valide et qui n'est pas juste. Donc voilà, et ça les met en cause. Donc là, on a bien effectivement en santé des tensions entre les savoirs médicaux institués, documentés, versus des savoirs situés, unitaires, singuliers, qui seraient vus comme non transmissibles en fait. Et puis, on a aussi cette notion de savoir, ça c'est Epstein au moment de l'épidémie du sida qui parlait des savoirs impurs, de la science impure. Cette notion, elle est incroyable parce qu'en fait, le fait que les personnes atteintes par le VIH se mobilisent pour construire des savoirs avec la communauté scientifique, ça veut dire qu'ils amenaient de l'impureté à la bonne science, à la science valide. Mais ça a fonctionné, ça a ouvert des champs importants. Et puis, un des obstacles aussi pour moi, c'est qu'on est dans un contexte contemporain en santé empreint de culture du risque, de sécurité, de moindres coûts financiers et d'un repli sur soi. Alors là, peut-être que ce qui se passe avec... c'est pas complètement, c'est pas vrai, en tout cas, c'est pas valide ce que je dis sur l'ensemble des systèmes de santé ou de pratiques. Et puis, on voit aujourd'hui que les crises amenées par l'épidémie Covid fait des grosses fractures aussi dans ce repli sur soi. Il y a de l'ouverture dans des endroits, il y a de la coopération. Et c'est bien ça que permet aussi la prise en compte de ces savoirs d'expérience par chacun d'entre nous. Et enfin, je finis, les savoirs d'expérience, comme juste ce point-là, juste un dernier propos là-dessus, du côté des sciences de l'éducation notamment, c'est bien de dire que ça ne concerne pas uniquement les personnes concernées, mais que chacun d'entre nous en possède et que les
et que les professionnels eux aussi, et que l'idée est bien de construire des coopérations à partir des savoirs institués, des savoirs médicaux, des savoirs reconnus, légitimes, conceptuels, scientifisés, mais aussi à partir de l'expérience de tout à chacun dans quelque chose d'extrêmement ouvert et congruent et dynamique. Je vous remercie.